Le chef de l'État à Paris pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au président français François Hollande. Hier, dans la soirée, il a quitté le Japon où il a rencontré ses compatriotes. Démarrage aujourd'hui des oraux du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Au programme l'anglais, plus de 300 000 candidats sont depuis ce matin face aux différents examinateurs. Bientôt plus de sacs plastiques ordinaires en Côte d'Ivoire. Les importateurs et exportateurs ont 6 mois pour passer au biodégradable. Et puis voilà, bonjour à toutes et à tous. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis demain au président français François Hollande. Et pour assister à cet événement, le chef de l'État ivoirien a quitté hier Yokohama pour Paris. Mais ce qui ressort principalement de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique où il y était, c'est le soutien que le Japon va apporter à l'Afrique sur la période 2013-2017. Le point avec Abiba Dambélé-Saoui. Le rideau est tombé sur la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et la moisson est bonne pour les pays africains. 32 milliards de dollars de financement obtenus pour les infrastructures, la santé, l'eau et l'éducation. Par ailleurs, de nombreux accords ont été conclus. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, se basant sur la déclaration de Yokohama, a souligné la détermination de l'Afrique et du Japon à travailler ensemble pour accélérer la croissance, le développement durable et la réduction de la pauvreté sur le continent africain. Le Premier ministre japonais a ajouté que le Japon doit renforcer ses liens avec l'Afrique, car la croissance se trouve aujourd'hui sur le continent et que c'est le moment d'investir. Un plan d'action pour la période 2013-2017 a été élaboré. Mesdames et messieurs, on dit que la fin de toute chose constitue un nouveau départ. Un nouveau voyage en compagnie d'une Afrique dynamique commence dès aujourd'hui. Tous ensemble, main dans la main, j'aimerais que nous avancions d'une marche sûre et paisible avec pour objectif les 20 prochaines années, voire les 50 prochaines années. Shinzo Abe a pour terminer informé les chefs d'État présents à cette cérémonie de sa prochaine visite sur le continent. Le président de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien, Ali Mariam Desalegn, se faisant l'interprète de ses homologues, a remercié le Japon pour sa présence constante depuis 2 décennies aux côtés des Africains. Après la cérémonie de clôture, les chefs d'État ont été invités à une cérémonie de thé au palais impérial de Tokyo, non ouverte à la presse. Après ce cérémonial réservé aux hôtes de marque, le président de la République et la première dame de Côte d'Ivoire ont quitté le Japon en début de soirée, direction Paris, où le président Alassane Ouattara va présider la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO, attribué cette année au président français François Hollande. Justement, avant de quitter le Japon, le président Alassane Ouattara a été l'invité d'un atelier thématique sur les initiatives africaines et les efforts régionaux. Le point encore avec Abiba Dambélé-Saoui. Qui mieux que le président de la CEDEAO, Alassane Ouattara, pouvait exposer sur cette thématique des initiatives africaines et des efforts régionaux, lui qui se veut le chantre de l'intégration sous-régionale. Le président Alassane Ouattara a indiqué les bons taux de croissance en Afrique autour de 6%, avant d'expliquer que ces progrès coïncident avec la baisse des conflits et la progression de la démocratie, avec toutefois un bémol, car de nombreux phénomènes de criminalité et de terrorisme voient le jour en Afrique. Voici ces solutions pour que le continent africain émerge. 3 défis principaux doivent être relevés, le premier étant de s'inscrire dans la gouvernance mondiale. Je pense notamment à la réforme du Conseil de sécurité. Pour notre part, relever ce défi, la TICAD devra appuyer résolument l'Afrique dans sa recherche d'une meilleure représentativité du continent dans cette instance internationale. Le deuxième défi consiste à doter nos organisations régionales et sous-régionales de moyens indispensables au maintien ou à l'imposition de la paix dans leurs espaces. La situation au Sahel et en particulier la crise au Mali est un exemple du besoin de soutien et de partenariat stratégique. Le rôle de la CEDEAO a été déterminant
dans la mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali, marquée notamment par l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2100 créant la MINUSMA. La CEDEAO a cependant été très vite limitée par le manque de moyens financiers et de capacités logistiques. L'Union africaine a été pour sa part également confrontée aux mêmes difficultés et la TICAD pourrait ainsi constituer un cadre pour mobiliser les ressources financières et nouer des partenariats stratégiques profitables à nos armées et à nos organisations. Enfin, il faut bâtir une paix durable indispensable pour la réalisation de grands projets d'infrastructure. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, a fait part de l'expérience de la CEDEAO, organisation créée en 1975, un exemple d'intégration réussie grâce à ses mécanismes basés sur la paix et la sécurité. Il a expliqué le principe de tolérance zéro face aux coups de force en citant les exemples du Mali et de la Guinée-Bissau. Conflit en voie de règlement. Pour terminer, le président de la commission de la CEDEAO a fait le point de l'appui du Japon qui a octroyé 120 millions de dollars au Mali pour la gestion des déplacés et l'amélioration de la situation des populations et les 6 millions de dollars accordés comme aide d'urgence à la CEDEAO, toujours dans le cadre de la crise malienne. Et la Côte d'Ivoire de plus en plus fréquentable, situation sociopolitique et économique favorable. En somme, les indicateurs sont au vert et chacun doit apporter sa contribution au développement du pays. C'est en ces mots que le chef de l'État a invité les Ivoiriens vivant au Japon à regagner la Côte d'Ivoire. Abiba Damblé Saoué, une fois encore sollicité. Le président de la République, et c'est devenu une tradition, rencontre les communautés ivoiriennes dans tous les pays où il effectue une visite. Au Japon, c'est le 70e étage du Yokohama Park Hotel qui a accueilli les Ivoiriens vivant au pays du soleil levant, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Le chef de l'État a tout d'abord fait un bref exposé de la situation politique, économique et sécuritaire. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire avait retrouvé la paix et la stabilité et que tous les indicateurs étaient au vert. Le président Alassane Ouattara a exhorté les Ivoiriens résidant au Japon à rentrer au pays, même si les membres de cette petite communauté, pour la plupart, sont bien formés et bien intégrés au Japon. Le chef de l'État leur a détaillé les grands projets d'infrastructures routières et ferroviaires qui vont favoriser le commerce et l'intégration sous-régionale, de même que les chantiers de production d'énergie, avant d'annoncer le retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan. Le pays va mieux que la sécurité est revenue. Le retour de Finiti Mabad à Abidjan. Je crois qu'il ne pouvait pas y avoir meilleure confirmation de la normalisation de la situation. Et le Premier ministre que j'ai eu au téléphone m'indique que la BAD tiendra ses assemblées annuelles l'année prochaine à Abidjan et fêtera le cinquantenaire en 2015 à Abidjan. La Côte d'Ivoire a un potentiel important au plan national, un rôle d'influence au plan régional et surtout au plan continental également. Je crois que nous avons repris la place qui était la nôtre par rapport à l'attention qui nous est apportée par les autres grands pays du continent. Et au niveau des perspectives, les grands projets que nous sommes en train de développer, que ce soit dans le secteur des mines, dans le secteur des infrastructures routières, ferroviaires, dans le domaine de l'industrie, du secteur privé, et ainsi de suite, feront en sorte que nous pourrons, au cours des prochaines années, montrer que la Côte d'Ivoire a bien retrouvé sa place au plan économique. Les investissements demandent des ressources, mais demandent surtout des ressources humaines. Et c'est pour cela que j'insiste sur la nécessité pour vous de venir apporter votre contribution. C'est essentiel. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'apporter sa contribution à son pays. Les Ivoiriens du pays du soleil levant, travailleurs et disciplinés,
ont sans doute bien intégré les principes du confucianisme, qui veut qu'on l'on respecte les institutions, les autorités, les plus anciens. Ils ont donc décidé de ne porter à la connaissance du président de la République qu'une seule doléance et que le président s'est empressé de satisfaire. C'est l'établissement de leur passeport au Japon. Le chef de l'État leur a donné l'assurance que la question sera réglée d'ici la fin de l'année. 2 magnifiques poupées japonaises ont été offertes au président Alassane Ouattara et à son épouse. Le chef de l'État n'est pas venu les mains vides. Il a offert 20 000 $ à l'Association des Ivoiriens du Japon, une communauté forte de 91 membres. Et puis rappelons que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera attribué ce mercredi au président français François Hollande. Le chef de l'État ivoirien a quitté justement le Japon depuis hier pour assister à la remise du prix à Paris. Et puis ce télégramme du président Alassane Ouattara, télégramme adressé au président de la République italienne, M. Giorgino Napolitano. Monsieur le Président, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Après l'inauguration du siège de la CNPS, le chef du gouvernement ivoirien a accordé 2 audiences. La première au représentant spécial des Nations Unies, Bert Koenders, au thème de sa mission en Côte d'Ivoire, est venu dire au revoir au Premier ministre et insister sur son bon espoir de voir la Côte d'Ivoire sortir définitivement de la crise de ces dernières années. À sa suite, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a été reçu par Daniel Kablan-Duncan. Il s'est agi de coopération entre les 2 pays. Alexis Ouedraogo. Fine pluie sur la journée de ce lundi à la primature, mais les dossiers du gouvernement sont bien protégés. Entre 2 séances de travail, le chef du gouvernement reçoit Bert Koenders. Le représentant spécial des Nations Unies a fini son mandat dans le pays. Il est venu faire le point de ses années passées en Côte d'Ivoire et dire son espoir en des lendemains meilleurs. Je vais partir de ce pays avec une certaine tristesse parce que j'ai toujours aimé d'être ici, mais aussi avec un espoir que ce pays va dans la bonne direction, qu'il y ait énormément d'améliorations depuis le temps que je suis venu ici, qu'il y a encore des défis, mais que ces défis sont maintenant à prendre dans les mains, sur le niveau de DDR par exemple, la réforme du secteur de sécurité. Mais je suis un optimiste sur la Côte d'Ivoire. À sa suite, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a été reçu par Daniel Kablan-Duncan. Il est venu lui remettre son invitation officielle à prendre part au 8G Summit, entendez sommet du G8. Quelque 85 à 90% de la population ivoirienne ne bénéficie d'aucune couverture sociale, a révélé lundi le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en soulignant les efforts du gouvernement pour améliorer cette situation. C'était hier à l'inauguration du siège de la CNPS. D'un coût global de 32 milliards de francs CFA, le nouveau siège de l'institution abrite plus de 209 bureaux. Alexis Ouedraogo. Rue du Commerce au Plateau ce lundi, une animation particulière, l'inauguration du nouveau siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Au rang des invités d'honneur, le chef du gouvernement ivoirien. Devant lui, tour à tour au pupitre, se succéderont le PCA, le ministre de tutelle et le directeur général de la Caisse. Bernard Ndoumi fera lui la présentation du nouveau joyau. Mais au-delà de ces murs présentés, c'est un esprit de confiance face au défi d'une Côte d'Ivoire en relance qui s'exprime, notamment face au sujet de la protection sociale dans le pays. Selon les récentes statistiques, un seul Ivoirien sur 10 autres a une couverture sociale, une situation que le gouvernement entend corriger très vite. Le gouvernement est engagé dans la prise de dispositions nécessaires en vue d'améliorer effectivement le système actuel de sécurité sociale, notamment par la création d'un système capable de prévenir la quasi-totalité de la population contre certains risques sociaux, notamment donc la maladie.
Une donne demeure toutefois, le système de protection sociale coûte cher, très cher, et c'est très souvent que la recherche permanente de l'équilibre financier dans les caisses met à mal le processus. Une réalité prise en compte par la direction de la caisse avec la construction de cet édifice. Daniel Cablon-Dequin a pour finir salué le travail abattu par tous les responsables de la structure. Il a annoncé des projets qui devraient rassurer les Ivoiriens, à savoir notamment renforcer les actions de la SEGRAE à la CNPS, en vue de permettre aux personnes du public ayant regagné le privé ou vice-versa de profiter pleinement de leur retraite. La rencontre a pris fin par la visite guidée des locaux. La Côte d'Ivoire fait désormais partie des pays africains admis au code RCE. Le code ivoirien de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale vient d'être validé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il est question de rassurer et d'attirer les investisseurs étrangers dans le pays. Adama Kone pour plus de détails. Bonne nouvelle pour le secteur des entreprises en Côte d'Ivoire. Le pays fait désormais partie des nations disposant d'un code privé de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale. Une reconnaissance validée la semaine dernière dans un rapport publié par 4 structures internationales, dont le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Une telle reconnaissance a sûrement des vertus pour le monde des affaires. Ce que la Côte d'Ivoire gagne à être citée dans ce rapport, c'est que le fait qu'on dise qu'en Afrique, il y a de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale en Côte d'Ivoire, qu'il y a un code de référence qui existe, ça rassure les investisseurs étrangers. Les investisseurs institutionnels qui veulent investir en Côte d'Ivoire se rendent compte que c'est une question qui est prise en compte en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que les entreprises ont souvent des difficultés lorsqu'elles ne prennent pas en compte les bonnes pratiques de gouvernance ou les bonnes pratiques en termes de responsabilité sociétale. Je vous donne des exemples simples. Vous avez eu des entreprises ivoiriennes qui ont voulu avoir des partenaires étrangers, mais les partenariats n'ont pas pu se nouer tout simplement parce que lorsqu'on a demandé des rapports de gouvernance, ces rapports de gouvernance n'existaient pas. Et puis aujourd'hui, vous avez des institutions financières et même des banques privées, de plus en plus aussi, ça existe, en tout cas il y a quelques banques dans certains pays. Si vous ne pouvez pas fournir un rapport de gouvernance d'entreprise, que vous ne démontrez pas qu'il y a une bonne gouvernance chez vous, mais on peut ne pas vous faire le prêt. La Côte d'Ivoire rentre ainsi dans le cercle des 45 pays reconnus dans le monde, dont 3 en Afrique, ayant un code de gouvernance d'entreprise. Le code ivoirien a été conçu par le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations, CAGO. Et puis ce communiqué, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ayant constaté que seulement 73% des fonctionnaires ont été notés à la date du vendredi 31 mai 2013, informe l'ensemble des fonctionnaires que cette date limite est prorogée jusqu'au samedi 15 juin 2013, délai de rigueur. Par conséquent, il invite les chefs de service à prendre toutes les dispositions idoines pour noter tous les fonctionnaires de leur service ayant un poste de travail dans le délai requis. Passé ce délai, toute personne non notée sera considérée comme fonctionnaire sans poste de travail et verra son salaire mis sous contrôle. Début des épreuves orales du BEPC ce mardi. Au programme l'anglais, les candidats seront interrogés pendant 4 jours. Quelques retards notés dans certains centres, mais les épreuves semblent se dérouler normalement. Et à Boaké, depuis ce matin, les élèves de la classe de 3e sont face aux différents examinateurs. Le point avec la station de RTI Boaké. Les évaluations sommatives 2012-2013 vont bon train. Après les primériens le 28 mai dernier, les élèves des classes de 3e s'illustrent avec l'épreuve orale d'anglais au BEPC. À cet effet, les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké ont fait le tour des différents centres d'examen pour annoncer les dispositions prises par le ministère afin d'avoir des examens crédibles. Des innovations sont là. L'interdiction des portables dans les centres. Nous ne voulons plus de portables activés. Seul le chef du secrétariat, le chef du centre, seulement concernant le BPC. Des numéros verts sont également mis à la disposition des membres des secrétariats. Ce sont 14 262 candidats de la région de Boaké qui affrontent l'oral d'anglais pour 4 jours.
Les retardataires, eux, auront la journée du samedi 8 juin pour être évalués. Dans les différents centres visités, il y a 2 interrogateurs par salle et des salles d'attente sont réservées aux candidats, car aucun candidat ne doit être dehors. Les élèves sont évalués selon 4 critères, sur un texte ou sur une image. Nous mettons l'accent sur les prononciations, la structure grammaticale, la compréhension et l'échange. Ces examens de fin d'année scolaire ne sont pas seulement l'évaluation des candidats, mais celle de tous les acteurs du système éducatif. Les maîtres d'école ont besoin de se former et d'actualiser leurs méthodes d'enseignement. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres vient répondre à cette préoccupation. Un accord cadre a été signé à cet effet. Le point avec Christelle Menant et Maïs Sako. Améliorer les méthodes d'enseignement par la mise en œuvre de dispositifs de formation à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. C'est l'objectif principal de l'IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. La signature d'un accord cadre a eu lieu le 31 mai entre l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Étaient présents les ministres et représentants des ministres de l'Éducation nationale du Niger, du Bénin, du Liban, du Burundi, de Haïti et de la République démocratique du Congo. Cette initiative permettra progressivement de renforcer les capacités de près de 96 000 enseignants sur le territoire ivoirien. Le dispositif intégrera aussi la formation des nouveaux instituteurs. 500 instituteurs sont concernés par la phase expérimentale qui débutera dès l'année prochaine. Ce projet, qui est un projet très ambitieux, innovant, et un projet utile pour la formation des enseignants qui n'ont pas bénéficié de formation initiale dans les centres de formation ou à l'école normale supérieure, mais aussi et surtout pour renforcer les capacités de ces nombreux enseignants que nous avons qui malheureusement depuis de longues années n'ont pas vu leurs connaissances améliorées. Né sous l'impulsion des chefs d'État lors du 11e sommet de la francophonie de Bucarest en 2006, l'initiative propose un dispositif adapté à chaque pays. Près de 10 000 enseignants ont déjà été formés au Burundi et au Bénin. L'expérience est avérée positive en termes de progrès pédagogique des élèves. Aujourd'hui, Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Partout à travers la planète, les enfants n'ont pas tous la même chance. Il arrive que certains d'entre eux soient victimes d'agression. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 4 juin qui rappelle les violences que subissent certains jeunes. La ministre de la Communication a échangé hier avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. En toile de fond, l'appui aux entreprises de presse, le renforcement de la formation des journalistes et l'appui dans la stratégie de communication du gouvernement ivoirien. Et puis, le ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, Maître Afoussiata Bamba Lamine, informe les journalistes correspondants de la presse étrangère exerçant en Côte d'Ivoire que la nouvelle carte d'accréditation au titre de l'année 2013 est obtenue gratuitement à la demande du concerné ou de l'organe employeur. Pour toute information, veuillez contacter le service des relations extérieures du ministère de la Communication, si au 21e étage de la Tour C, à la cité administrative, ou appeler les numéros de téléphone suivants 20 22 27 70 07 71 04 27. Bientôt, plus de sacs plastiques ordinaires en Côte d'Ivoire. Les importateurs et exportateurs ont 6 mois pour passer au biodégradable. C'est une décision du gouvernement. Les raisons de cette mesure avec Evelyne Debazegua. Après plusieurs années d'hésitation, la Côte d'Ivoire a enfin fait le pas. Le gouvernement ivoirien a pris un décret portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et la détention des matières plastiques non biodégradables, des matières qui mettent entre 300 à 400 ans pour atteindre le stade de dégradation et qui ont un impact sur la santé des populations. Le gouvernement ivoirien a donné 6 mois aux producteurs et importateurs de sachets plastiques pour épuiser leur stock existant et remplacer les sachets plastiques
par le biodégradable. Le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine, Rémi Alakwadio, qui a rencontré les producteurs et importateurs de sachets plastiques pour les sensibiliser, a indiqué que le gouvernement sera intransigeant. Nous serons donc très sévères sur cette affaire, parce que ça coûte très cher à la Côte d'Ivoire. Et pendant les 6 mois, nous aurons le temps de faire la sensibilisation pour dire aux populations que même vous-même, vous êtes sous le coup du décret. Vous n'avez pas le droit de détenir des sachets plastiques. L'autre épineux problème auquel le gouvernement ivoirien doit faire face, c'est le ramassage des sachets plastiques. Selon le ministre Rémi Alakwadio, il faut entre 1 à 2 ans pour débarrasser complètement la Côte d'Ivoire de ces sachets. L'État demande donc le soutien des producteurs et importateurs de sachets plastiques pour le recyclage ou la destruction de ces sachets. L'amicale Wodawoyari de Katiola a entrepris une double activité de salubrité et d'assainissement à l'hôpital général de Katiola. Outre l'opération coup de balai, l'amicale a fait don de matériel d'entretien et d'assainissement au centre de santé. Il s'agit pour les organisateurs de faire de l'hôpital de Katiola un cadre de travail agréable. Reportage Charles Tatou. L'amicale Wodawori des ressortissants de Katiola s'est approprié l'adage qui veut qu'un corps sain vive dans un environnement sain. Ses membres l'ont traduit en acte par une opération coup de balai à l'hôpital général de la localité. L'action de cette amicale a suscité beaucoup d'enthousiasme et a eu l'adhésion massive de la population. Munis notamment de balais, de dabas et de seaux, ces hommes et femmes ont entretenu l'intérieur et l'extérieur de ce centre de santé. Une remise de matériel d'entretien et d'assainissement au profit de l'hôpital général de Katiola a ponctué l'opération de salubrité. Ce geste a été salué par les autorités sanitaires de la région du Hambol qui ont du reste souhaité que de telles actions inspirent des ONG et des bonnes volontés pour permettre aux patients de vivre dans un environnement sain. Cette amicale n'est pas à son premier acte. Déjà en 2010, elle avait offert des splits à l'hôpital général de Katiola et construit un préau à la PMI en 2012. Ce fait surprenant, un immeuble construit près des rails. La découverte a été faite par les responsables de l'entreprise d'exploitation des chemins de fer. Le trafic sur l'axe en question a été aussitôt arrêté en attendant de trouver une solution. Lassina Ouattara. Ce grand trou à près d'1 mètre du chemin de fer, c'est l'œuvre d'un particulier qui a entrepris des fouilles afin d'y construire un immeuble. Les responsables de la société qui exploite le chemin de fer en Côte d'Ivoire sont encore surpris d'un tel acte. Aujourd'hui, la plateforme ferroviaire se retrouve déstabilisée. C'est une fouille qui a été faite pratiquement à 1 mètre de la voie ferrée. Et c'est une situation que nous avons pu rattraper in extremis, parce que si nous n'avions pas arrêté toute circulation, et si une circulation s'était engagée dans ces conditions-là, je vous assure que c'est la catastrophe. Devant la gravité des faits, la société a interdit tout chargement et toute circulation sur la voie numéro 11, perturbant ainsi les activités. Sur le plan exploitation, c'est une voie qui a une capacité d'accueil de moins 12 wagons. 12 wagons et actuellement la voie étant fermée, vous imaginez les conséquences pour la formation des trains. Pour le chargement des trains voyageurs aussi, qui est aussi perturbé et reporté sur d'autres voies de la gare. Pour l'entreprise, il s'agit de reconstruire totalement la plateforme et ces travaux vont prendre plusieurs semaines et occasionner des dépenses supplémentaires. Pour l'heure, la police ferroviaire a procédé à des constats d'usage et la direction de l'entreprise compte poursuivre les auteurs occupant les emprises du chemin de fer. À part cet incident, il faut indiquer que les occupations anarchiques des emprises ferroviaires et les dégâts mettent en péril l'activité et la vie des populations à proximité, surtout sur le tronçon Vridi-Azaguié. Dans le domaine de l'agriculture, après la campagne cotonnière 2012-2013, les producteurs de coton de Bouandougou dans le département de Mankono dressent le bilan. Bilan certes satisfaisant, mais les producteurs de Bouandougou se sont concertés pour une meilleure production. Commentaire Brahima Doumbia. Après une campagne cotonnière 2012-2013 intense, l'heure est au bilan pour les producteurs de la sous-préfecture de Bouandougou, regroupés au sein de l'entreprise agricole des producteurs de Côte d'Ivoire. Créée en 2010 et basée dans le village de Nakara,
Dans la sous-préfecture de Ouagadougou, cette coopérative regroupe environ 200 producteurs. En ce qui concerne le bilan présenté en Assemblée générale, la coopérative a produit 722 tonnes, soit un revenu de 190 millions de francs CFA. Pour le président des producteurs de Nakara, Silieu Dolourou, le retour à la terre est toujours profitable. Les jeunes de Côte d'Ivoire, je leur lance un appel. Ce n'est pas seulement aller s'asseoir au bureau qu'on appelle travailler. Si ce n'est le coton, il y a plusieurs activités agricoles. Il y a l'EVA, il y a le cacao, il y a les céréales. Vraiment qu'on n'aille pas engorger les villes, qu'on retourne à la terre pour faire le travail de la terre. Pour la nouvelle campagne cotonnière, la coopérative veut faire mieux. Pour cela, elle compte sur un bon climat, la maîtrise des troupeaux par les éleveurs et le reprofilage des routes afin d'écouler facilement les productions. Le chef secteur de l'agriculture de Ouagadougou, lui, salue les performances de la coopérative. Depuis 2010, on a mis en place cette coopérative par le biais de l'ANADER et la direction départementale de l'agriculture. Alors, si aujourd'hui vous mettez un enfant au monde et que l'enfant travaille très bien, vous êtes content de l'enfant. L'Assemblée générale des producteurs de Nakara s'est achevée par des remises de prix aux meilleurs producteurs, aux meilleurs élèves et par un don au centre de santé du village. Les juges de la Cour pénale internationale ont ajourné lundi la décision de confirmation ou non des charges de crimes contre l'humanité contre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, demandant au procureur de fournir des preuves additionnelles ou de conduire des enquêtes supplémentaires au plus tard le 15 novembre. Et puis pour terminer, la grande famille des artistes en deuil, Tatiana de Makansira est décédée hier. La comédienne de l'ancienne émission Faut pas fâcher a rendu l'âme. Elle a succombé à une longue maladie qui la rongeait depuis 2009. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.